can't handle the truth. Nous débattons aujourd'hui d'un texte qui n'est pas un petit sujet de société, ni un simple ajustement technique. Nous débattons d'une urgence de santé publique, d'une urgence éducative et d'une urgence culturelle. Il faut le dire sans détour, les effets négatifs des réseaux sociaux sur les plus jeunes ne sont plus à prouver. Nous ne sommes plus au stade des impressions ou des peurs vagues. Nous sommes au stade des constats. Sommeil dégradé, attention fragmentée, anxiété, isolement, exposition à des contenus violents ou sexualisés, cyberharcèlement et au bout de la chaîne, une santé mentale objectivement fragilisée chez une partie de notre jeunesse. D'autres pays ont choisi d'agir avec fermeté. L'Australie a pris des mesures fortes. Alors je pose une question très simple, pourquoi pas nous? Pourquoi en France, malgré la loi Marcangeli sur la majorité numérique, nous n'y arrivons pas? Est-ce que la France est trop faible? Est-ce que l'Union européenne, ses lenteurs et ses contraintes sont devenues plus fortes que la volonté d'une nation? Sommes-nous devenus, au fond, un pays qui n'est même plus capable de protéger ses enfants? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Est-il normal qu'un État comme la France ne puisse pas imposer à des plateformes privées d'empêcher des mineurs d'accéder aux réseaux sociaux? Est-il normal qu'en France, en 2026, empêcher un enfant de 8 ans de s'inscrire sur TikTok semble, en pratique, impossible, même pour certains représentants de la nation? Si nous n'arrivons pas à faire respecter une règle élémentaire de protection des mineurs, alors la question n'est pas technologique, elle est politique. C'est une question de souveraineté et de courage. D'ici la fin de l'année, l'outil de vérification d'âge développé par la Commission deviendra obligatoire pour tous les États membres. Ça veut dire que les États membres sont tenus de proposer à leurs concitoyens l'outil de vérification d'âge et l'EUID, donc le portefeuille numérique européen. Donc ça encouragera les grandes plateformes qui n'ont pas encore mis en place un outil de vérification d'âge similaire, eh bien d'utiliser l'outil européen. Cet outil est actuellement personnalisé et testé dans les différents États membres de l'Union et c'est la réponse que j'ai apportée tout à l'heure. Réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va interdire en France si la loi passe? Alors pour dire les choses très simplement, on parle des réseaux sociaux auxquels tout le monde pense, c'est-à-dire les grandes plateformes du numérique, que ce soit Facebook, Instagram, X, TikTok ou Snap. On parle d'une interdiction globale pour les mineurs de moins de 15 ans. Et puis après, il y a des inconnus sur comment on fait concrètement, comment est-ce qu'on contrôle l'âge. Alors je sais que le gouvernement est plutôt optimiste sur le fait de pouvoir pousser les plateformes à mettre en place un contrôle d'âge. Les spécialistes du droit du numérique ou également des sources à la Commission européenne avec lesquelles j'ai pu m'entretenir sont un petit peu plus dubitatifs, estiment que ce sera plutôt le rôle de la Commission de contrôler, d'imposer un contrôle d'âge. Pardon, j'essaie d'être très concret. Si ça passe, parce qu'on sait qu'une interdiction, ça se contourne, je vais pas dire surtout chez les adolescents, mais peut-être en partie chez les adolescents. Comment on fait? Comment ça va se passer? Alors, très concrètement, en fait, l'idée, c'est de se dire, au moment où j'ouvre le réseau social, que ce soit Facebook, TikTok ou Instagram, j'ai une fenêtre qui me dit maintenant, il faut vérifier votre âge pour montrer que vous avez plus de 15 ans. À ce moment-là, la solution qui semble se préciser, c'est des applications partenaires pour pas qu'on envoie notre pièce d'identité aux plateformes. Et à ce moment-là, sur ces applications, j'envoie une pièce d'identité, je prends une photo pour comparer et pour être sûr que je n'ai pas pris la pièce d'identité de mon grand frère. Ouais. Et ensuite, il y a une interaction avec le réseau social. Et donc, l'application dit au réseau social, c'est bon, cet utilisateur a plus de 15 ans. Il peut soit s'inscrire, soit conserver son compte. Parce que l'idée, ça, il faut être très précis, c'est de vérifier l'âge de 100% des utilisateurs français inscrits sur toutes les plateformes. Donc, on parle de plusieurs dizaines de millions de personnes. Alors, dernière question sur ce sujet-là. Tout le monde dit que c'est très simple de contourner les interdictions par un système de réseau privé virtuel qu'on appelle VPN. Est-ce que vous arrivez à vous prémunir de ça dans ce texte de loi ou est-ce qu'on verra bien à l'usage, si j'ose dire? Alors, je pense que nous avons franchi une étape vraiment très très importante lundi. Nous sommes le premier pays européen, grâce à la volonté du président de la République, à avoir mis cet âge, 15 ans. Ce n'est qu'un début, monsieur. Ce n'est qu'un début. Et donc, il y aura d'autres mesures
beaucoup plus interministériel qui concerne la santé, qui concerne l'éducation, l'égalité femmes-hommes. Bref, c'est une première étape. Des parlementaires ont fait des rapports. Le président a mandaté des scientifiques pour également évaluer la dépendance aux écrans. Donc tout ça, ça va aboutir sur du court terme, du moyen terme et du long terme, qui est l'Europe, à des nouvelles réglementations. Les VPN dont vous parlez, alors je ne suis pas naïve, je connais l'environnement numérique dans lequel nous évoluons tous. Évidemment que le VPN existe. Mais moi, si j'ai réussi, en faisant passer ce texte avec l'aide des députés, à protéger déjà 65-70% des enfants, parce que je rappelle que l'âge moyen de création de son premier compte réseau social, c'est 8 ans et demi. 8 ans et demi, c'est incroyable. À 8 ans et demi, je ne pense pas qu'on sache qu'existe un VPN, à moins d'avoir la complicité d'un adulte. Donc, si on peut déjà avoir protégé une très large majorité, eh bien, on continuera. Et les VPN, c'est le prochain sujet sur ma liste. L'obsession du contrôle numérique de la population. Les réseaux sociaux ne font pas ce qu'on leur dit de faire, dès lors il faut les mater. Donc, dans les faits, on nous explique que les réseaux sociaux sont un véritable danger démocratique. Donc, on passe en fait du danger démocratique à la question des mineurs. Hein? Et parce que qui va vouloir s'opposer à l'idée qu'il faut protéger les mineurs? Tout le monde est d'accord. On est tous d'accord. Puis vous avez l'air d'un crétin complotiste apparemment si vous croyez pas qu'on doit protéger les mineurs. Complotiste! Mais il se peut quelquefois qu'on doive aller au-delà du mot complotiste pour comprendre ce qui se joue. Dans les circonstances dont il est question, c'est la création d'une identité numérique pour tous. C'est parce que c'est dit à répétition. Pour être capable de s'assurer que ce soit seulement les 15 ans et moins qui soient véritablement contrôlés dans leur rapport aux réseaux sociaux, tout le monde, vous, moi, Marc, son grand-père, nous allons tous devoir publiquement marquer notre identité. Donc si on veut, parce que pour être capable de contrôler l'identité des 15 ans et moins, mais tout le monde doit y aller de son identité numérique. Donc, je cite la formule souvent utilisée, il va falloir vérifier l'âge de 100% des utilisateurs français pour permettre de distinguer ceux qui ont 15 ans et ceux qui ne l'ont pas. Incroyable. Comprenons bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que le pouvoir, avec cette loi, si elle va jusqu'au bout, se donne le droit d'exercer une forme de traçage, je reviendrai sur ce mot, de contrôle numérique, de passe numérique. Il y a eu le passe sanitaire, il y a maintenant le passe numérique. You're right. Pour s'assurer d'une traçabilité intégrale des gens, pour voir ceux qui respectent les codes d'entrée sur les réseaux et les autres. Donc vous serez tous scannés. Soyez-en conscients, vous utilisez Twitter, ou on dit X maintenant, Facebook, TikTok, les autres, vous serez tous scannés. Donc officiellement, c'est pour surveiller les mineurs, pour s'assurer qu'ils ne soient pas mis en danger par les réseaux sociaux, ce qui est un vrai problème. C'est un vrai problème, mais à partir de ça, on décide d'imposer à tous un contrôle numérique et on nous demande de faire confiance au pouvoir en nous disant que jamais il n'en abusera. Et à travers cela, petit détail, on laisse de côté ces acteurs qui normalement devraient être responsables devant cela, les parents. Les parents ne comptent pas, les parents qui devraient être les premiers responsables du bon usage des écrans par leurs enfants, ils sont laissés de côté parce qu'ils sont mis en tutelle par un État qui se veut lui-même parent. Vous semblez dire, Mathieu Bocoté, que le pouvoir instrumentalise tout pour justifier son emprise croissante sur la société. Est-ce que ça, je ne sais pas, c'est pas un petit peu complotiste? Complotiste! Vous avez raison de me relancer avec cette formule parce que je l'ai beaucoup entendu aujourd'hui. Oui. Je l'ai beaucoup entendu. La réponse, c'est non. Yep. Donc, j'ai parlé d'une forme de permis numérique. Pourquoi? Parce que ce qui va se mettre en place ici, c'est une infrastructure de surveillance généralisée. Pour être capable d'assurer la traçabilité intégrale de la population. Donc, qu'on soit capable de la suivre, que personne ne puisse se cacher derrière l'anonymat. L'anonymat, on peut penser que c'est mal, mais c'est aussi quelquefois dans une société où le prix à payer pour dire une opinion interdite moralement est très élevé. L'anonymat, quelquefois, c'est le dernier refuge de la liberté d'expression. On a vu à plusieurs reprises dans l'actualité que c'est grâce à des comptes anonymes qu'on a pu avoir des informations. Et vous avez raison de le rappeler. Vous avez raison de le rappeler. Et je dirais, quant à moi, que de la transparence. On nous casse les oreilles avec la question de la transparence. J'y vois, quant à moi, une obsession de voyeur et une obsession de flic. C'est-à-dire cette idée qu'on doit pouvoir tout voir en toutes circonstances, c'est le panopticon dont on parle quelquefois. Donc, parce qu'avec ce système, à terme, soyons sérieux, là pour l'instant on nous dit c'est pour les mineurs, faut protéger les mineurs. Dans les faits, chaque like pourrait être retracé, chaque commentaire pourrait être retracé. Et quand on voit ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni, dites-vous, avez-vous vraiment l'intention, le désir de donner au pouvoir la capacité de tout retracer en toutes circonstances? Nope.
Et soit dit en passant, puisqu'il va falloir donner nos données pour être capable d'une forme de permis numérique, je fais la prédiction suivante. Optimiste que dans les 6 mois qui vont suivre, optimiste parce que pessimiste, je dirais dans 2 mois, ces données seront hackées d'une manière ou de l'autre, les pirates informatiques seront capables de s'en emparer, donc l'État aura récolté directement ou indirectement l'ensemble de nos données numériques et quelqu'un pourra s'en emparer. Et de la même manière, quand l'État veut s'emparer, veut vérifier ce que vous dites chez vous dans votre maison au nom du contrôle des discours haineux, mais encore une fois, au nom des plus nobles intentions, on veut abolir votre vie privée. Moi, je ne suis pas de ceux qui ont une forme de confiance immodérée dans le pouvoir parce qu'il se nomme démocratique ou républicain. Il peut dire démocratique, républicain, licorne, gâteau au chocolat, je m'en fiche. Le fait est que le pouvoir, par définition, aime abuser de ses prérogatives. Toute société génère du pouvoir, par définition. Vous avez une société, elle génère des organes de pouvoir. Le problème, c'est que ces organes de pouvoir ont une forme de tentation naturelle à vouloir tout réguler. Dans les sociétés traditionnelles, il y avait des contre-pouvoirs. La famille, la société traditionnelle, l'Église, donc le pouvoir tombait sur des obstacles. Aujourd'hui, quand tout ça s'est effondré, le pouvoir veut tout modeler. Vos goûts, vos préférences, vos désirs, vos préférences esthétiques, vos pensées, vos arrière-pensées. Et devant tout cela, j'ajoute un élément, le pouvoir, par définition, veut s'étendre à la manière d'une entité inquiétante. Et ensuite, ceux qui ont le pouvoir ne veulent jamais l'abandonner. Ça, c'est une certitude que j'ai. Et pour cela, lorsqu'ils voient les masses numériques aujourd'hui se lever dans leur esprit, ils se donnent le droit de les mater, ils se donnent les droits de les fliquer, ils se donnent les droits de les encadrer juridiquement et numériquement. Et de ce point de vue, ils rêvent aujourd'hui d'encadrer les réseaux, ce qui est une manière indirecte de les fermer. Je confesse ici une très grande inquiétude. En France, l'État interdit les réseaux sociaux aux enfants, mais échoue à protéger ceux qu'il a lui-même pris en charge. Ils disent c'est pour protéger les enfants, toujours l'émotion, toujours l'urgence. Mais quand un pouvoir invoque la protection des enfants, il faut poser une question simple. De quel enfant parle-t-on ? L'Assemblée nationale adopte l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le Sénat doit suivre et pour faire respecter cette loi, pas l'éducation, pas la responsabilité des parents, pas la prévention ciblée. La vérification d'âge généralisée, l'identité numérique, le scan du visage, les papiers pour parler. On appelle ça protéger les mineurs. Mais si l'objectif était seulement de savoir si quelqu'un a 14 ou 16 ans, pourquoi transformer tout Internet en un poste de contrôle ? On vous dit ne vous inquiétez pas, ce sont des tiers de confiance, vos données sont protégées et un nom revient, Yoti. Yoti est spécialisé dans la vérification d'identité numérique, scan du visage, correspondance avec des documents officiels, des technologies qui se sont massivement déployées pendant la période du Covid. Souvenez-vous, on disait déjà c'est temporaire, c'est exceptionnel, c'est pour votre bien. Résultat, QR code pour circuler, QR code pour travailler, QR code pour accéder à des lieux du quotidien. Toujours la même promesse, les données ne seront pas réutilisées. Alors posons la question, pourquoi une technologie utilisée dans une urgence sanitaire revient-elle aujourd'hui pour conditionner l'accès à la parole publique? Parce que ce n'est pas une rupture, c'est une continuité. Un tiers de confiance, ce n'est pas l'absence de contrôle, c'est un contrôle délégué, entreprise privée, soumise aux droits européens, réquisitionnable, obligée de coopérer avec les autorités. Aujourd'hui, c'est juste pour vérifier l'âge. Hier, c'était juste pour la santé. Et demain? Maintenant, parlons des enfants invisibles, les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Ils sont environ 390 000 en France, des enfants placés par décision administrative ou judiciaire, retirés à leur famille au nom de la protection. Selon des enquêtes journalistiques et des associations spécialisées, entre 10 000 et 15 000 mineurs seraient victimes de prostitution en France. Une proportion importante provient des dispositifs de placement, notamment de l'ASE. Pas sur Internet, pas derrière un écran, dans des foyers, dans des hôtels, dans des structures financées par l'argent public. Où est la vérification d'identité obligatoire pour les adultes qui entrent dans ces foyers? Où est l'urgence législative quand les violences sont signalées dans des structures sous contrôle de l'État? Silence. Rien, le néant. Et là, une contradiction saute aux yeux. On nous dit les réseaux sociaux sexualisent les enfants, mais dans le même temps, on introduit l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge à l'école. On parle de sexualité, de pratique, de consentement, parfois sans l'accord clair des parents, dans un cadre imposé, institutionnel. Alors, posons la question calmement. De quoi parle-t-on vraiment quand on dit protéger les enfants? Parce que si le problème est la sexualisation, elle ne vient pas uniquement d'Internet. Elle est aussi institutionnelle, scolaire, idéologique. On interdit l'anonymat en ligne au nom de la protection, mais on impose des contenus sensibles à des enfants dans des cadres où les parents n'ont plus la main. Protection ou contradiction? Prévention ou confusion?
Ce que le système ne supporte pas, ce n'est pas la violence, c'est qu'on la relie, qu'on compare, qu'on pose des questions. Parce que tant que les réseaux restent libres, quelqu'un peut dire « voilà les chiffres, voilà les incohérences, voilà les silences ». Sous prétexte de la protection de l'enfance, on met en place l'identité numérique généralisée, la traçabilité de la parole, la fin progressive de l'anonymat, et on appelle ça le progrès. Si cette loi était vraiment pour les enfants, elle commencerait par sécuriser les foyers, protéger les enfants placés, sanctionner les défaillances. Mais elle commence ailleurs, par vous demander vos papiers pour parler. Alors, posez-vous la seule question qui compte. Pourquoi l'État est-il incapable de protéger les enfants qu'il place, mais parfaitement capable de surveiller les citoyens qui s'expriment? Ce n'est pas une loi pour protéger, c'est une loi pour contrôler. Et maintenant que vous le savez, qu'est-ce que vous allez faire? Gardez espoir, pensez à ces petits-enfants, car ils uniront tous l'humanité.